Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, ils vont nous assurer que l'enfant ne s'est pas perdu. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous. Vous croyez à l'enlèvement, vous? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'est pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h15 et 10h? En fait, cette histoire a commencé quand Pierre Lemaitre m'a contacté en me disant voilà, j'ai écrit le nouveau roman que j'ai écrit après avoir là-haut. J'en ai fait moi-même l'adaptation avec une scénariste qui s'appelle Perrine Margaine et je voudrais vous le soumettre. Moi, je n'avais pas lu le roman, je ne savais pas du tout quoi parler de cette histoire, et j'étais en train d'écrire mon prochain scénario. Donc, je lui ai dit, j'ai pris beaucoup de réserves en disant, voilà, merci beaucoup, je suis très honoré, mais je suis en train de travailler sur un scénario, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours refusé tous les scénarios qu'on m'a envoyés. Non pas qu'ils n'étaient pas bons, mais ils n'étaient juste pas pour moi. Et je reçois ce scénario, et là, je dois avouer que je vois, et bon, c'est ce que disent tous les metteurs en scène qui acceptent un scénario, hein, quand ils sont auteurs, c'est-à-dire que je n'ai pas décroché de cette histoire. J'ai trouvé cette histoire passionnante, haletante, émouvante, bourré de surprises, et l'air de rien, alors que c'est une histoire qui est autour d'un fait divers, hein, finalement, dans un petit village de province, et que ce fait divers, comme ça, peu à peu, que ça m'a concerné tout le monde. J'ai trouvé en plus que c'était bourré de scènes de cinéma. Je suis revenu vers Pierre Lemaitre en lui disant, écoute, franchement, je suis passionné par cette histoire, voilà comment je la vois, voilà ce que ça m'évoque, voilà comment je la vois. Il m'a répondu, c'est exactement ce qu'on souhaitait, en fait. C'est-à-dire d'inscrire le film aussi dans un certain cinéma français qui a eu tendance à disparaître, qui était très fréquent dans les années 30, 40, 50, 60, j'ai envie de dire jusqu'à Garde à vue de Claude Miller avec Serrault et Ventura. Ce cinéma était très 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 bien représenté en France, c'est-à-dire le drame, le film noir, pas le polar, pas le thriller, le film noir à la Simenon, basé sur des caractères qui génèrent une histoire, et pas un truc maillé, mais un peu, tricoté, un peu petit malin, où les caractères sont des pantins. Non, un drame où les personnages génèrent l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux et les rebondissements qui vont en être. J'ai un ami qui m'a dit, un ancien du journal de Starfix, il m'a dit, tu as fait ton village exploitation. C'est-à-dire ce genre de cinéma français très fort, quoi, où il y a une petite communauté humaine. Donc, après la guerre, il y en a eu beaucoup de films comme ça, parce que je pense que la France avait des comptes à régler avec elle-même, et ce type de film noir ou de comédie permettait à des auteurs comme Henri Janson, notamment, de pouvoir raconter via des histoires décalées toutes les variétés de Français qu'ils avaient pu découvrir, de comportements qu'ils avaient pu découvrir pendant la guerre. C'est un grand plaisir de travailler là-dessus. D'abord parce que vous avez des caractères très puissants, donc que vous pouvez donner ça à des acteurs qui sont eux-mêmes puissants, et aucun n'a refusé les rôles. Ensuite, parce que vous avez un décor personnage. C'est-à-dire que vous avez un village qui va devenir un personnage. Donc ça génère du cinéma. Vous n'allez pas faire votre film dans un 3 pièces cuisine. Vous voyez ce que je veux dire, au cœur de Paris. C'est-à-dire ce qui peut donner un très bon type de film, mais qui n'est pas mon genre. Et puis là, en plus, ce village est dans une forêt qui elle-même va devenir un personnage. Donc là, ça devient assez régalant. C'est beaucoup de travail, mais c'est très régalant en termes de mise en scène. Quand je vois la puissance de la narration de Pierre Lemaitre, sa puissance romanesque, la puissance romanesque de son travail et sa force visuelle, je vois Au revoir là-haut, je vois 3 jours et une vie, je me dis, est-ce qu'on ne tiendrait pas notre Stephen King français ? Est-ce qu'on ne va pas avoir un auteur, je trouve ça merveilleux, il confie une histoire à Jeunet, il confie une histoire à Kounen, il confie une histoire à Desplechin.
je pourrais dire, il fait une histoire à Céline Sciamma, je dis tous les noms qui peuvent me passer par la tête en ce moment. Stephen King a permis à De Palma de faire un film formidable, a permis à John Carpenter de faire Christine, a permis à Kubrick de faire Shining, a permis à Tobe Hooper de faire Salem Slot, on peut en citer. Stephen King a permis à un nombre de cinéastes de faire parmi les meilleurs films de leur filmo. Je ne sais pas si c'est le cas pour 3 jours et une nuit, mais c'est ce qu'on me dit. Je dirais que ce serait formidable qu'on ait Stephen King et que, comme ça, régulièrement, on ait des auteurs, des vrais auteurs, des gens qui ont un vrai univers visuel, qui illustrent un Pierre Lemaitre. Voilà, ça c'est mon rêve. J'ai adoré voir Pierre Lemaitre illustré par Au revoir là-haut. J'ai adoré illustrer Pierre Lemaitre. J'adorerais demain voir Jeunet, je pense qu'il y a une compatibilité, Christophe Gans, Gaspard Noé, parce qu'il y a des histoires de Pierre Lemaitre qui sont quand même bien, qui pourraient lui correspondre. J'adorerais ça devienne notre Stephen King en fait. Et que du coup, pendant une vingtaine d'années, on puisse compter autant de bonnes histoires hyper visuelles, hyper fortes en cinéma, dont il serait à l'origine. Oui, parce que, attention, c'est pas incompatible avec le fait d'être auteur. C'est-à-dire, Carrie est un De Palma. Mais c'est un Stephen King. Shining est un Kubrick, mais c'est un Stephen King. Et donc, d'ailleurs qu'on en oublie même que c'est Stephen King qui est derrière. Voilà, mais c'est Cujo est un film magnifique. Enfin, c'est incroyable le nombre de classiques que les œuvres de Stephen King ont généré. Et en même temps, à chaque fois, ce sont des œuvres... Christine, c'est un pur John Carpenter. Et je trouverais génial qu'on ait notre Stephen King à la personne de Pierre Lemaitre. C'est une seule affaire, cette histoire. Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là, toute proche, qu'il n'y a qu'à tendre la main. C'est très curieux d'avoir vécu un film où on met 1 an à trouver un producteur, parce que la plupart des producteurs trouvent l'histoire que vous leur racontez anecdotique, un peu hors sujet et pas très concernante pour le public, puisque c'était avant les événements, et d'avoir commencé comme ça, on se retrouve avec un film qui est tellement au cœur du réel que la réalité dépasse la fiction au point d'empêcher que votre film sorte en salle. C'est très troublant à vivre. C'est la première chose. La seconde, c'est que c'est un film comme un autre, et que tout ce que ce film a vécu est une histoire de cinéma, et que quels que soient les états dans lesquels ça a pu nous plonger, de tristesse, de dire « Oh mon Dieu, le film ne sort pas en salle », etc., c'est tellement rien par rapport justement aux personnes qui ont été directement impactées par cette réalité. Je dirais c'est très loin. Je veux dire, nous avons été impactés par la réalité, mais tellement moins que beaucoup de gens. Donc c'est finalement assez anecdotique dans l'histoire de ce film. Et la troisième, c'est très intéressant, c'est de voir à quel point le e-cinéma n'est pas considéré en France, puisque tout le monde considère que ce film a été un film presque censuré, qui a eu un destin tragique, alors qu'il a fait un carton en e-cinéma qui fait que les gens qui avaient eu le courage de croire à cette histoire sont totalement rentrés dans leurs frais. En fait, le film est un succès en e-cinéma. Mais ça... Tant que ça ne sera pas considéré, quand les gens me disent « Ah mon Dieu, c'est dur ce que vous avez pour France », ben non, c'est pas dur. Le film a marché à sa façon, marché d'une façon qui était morale, parce que de toute façon, ce qui était compliqué après les événements, c'est qu'on ne s'imaginait pas compter 2 entrées. C'est très bizarre de dire « Ah, est-ce qu'on a fait un succès ?» C'était plus le débat. Alors qu'en cinéma, c'est sur des semaines, des mois, donc ça devient une affaire de recettes, mais vous n'êtes pas là à faire péter le champagne le mercredi soir parce que vous avez fait un bon chiffre. Donc ça nous a permis de vivre très sereinement ce succès. Mais c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout considéré comme tel, alors que je crois qu'on a fait 85 000 en e-cinéma. Il semblerait que ce soit peut-être un record en France, pour un film français, j'entends, vu les recettes que ça génère, parce qu'il n'y a pas de frais de sortie dans e-cinéma, ça ne coûte rien. C'est une très bonne affaire, je crois, ce n'était pas un film qui coûtait très cher. Et donc c'est marrant que ce ne soit pas considéré, parce que c'est pas grave, je m'en fiche, je suis ravi que les gens qui avaient misé s'y retrouvent. Mais ça veut dire qu'on est encore sur un mode archaïque, et que le cinéma va encore avoir du temps à se faire, puisque on s'en fiche.